L'objectif avec cette troisième semaine de colle, c'est de travailler deux points bien précis sur les variables aléatoires réelles à densité. D'une part, on va s'intéresser au théorème de convolution, et d'autre part, on va introduire des premières notions de Python pour simuler une variable aléatoire ou estimer son espérance. Cet exercice est inspiré d'un sujet de l'ESCP tombé en 2017. Comme d'habitude, vous avez le sujet au format PDF dans la description, et je vous propose de le préparer et on se retrouve tout de suite pour la correction. Et si tu vises HEC aux oraux des écoles de commerce, tu es au bon endroit. Avec mon colleur, tu peux passer une colle ou générer un plan détaillé en AGG, en ESH ou en culture générale, et tu peux même découvrir des centaines de colles déjà corrigées dans la bibliothèque, comme par exemple sur un sujet comme la finance verte, sur lequel tu auras une correction, des scores, ton plan détaillé et des indications sur ton temps et ton débit de parole. Alors n'attends plus et rejoins-nous directement sur moncolleur.fr. Comme je vous le disais en introduction, notre objectif premier est ici de travailler sur le théorème de convolution. Première question donc, énoncer le théorème de convolution. On commence par poser les objets considérés, c'est-à-dire x et y, deux variables aléatoires à densité, et leur densité on va les noter f de x et f de y. Le théorème il dit que si h de x, qui est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x appliquée en x moins y fois f de y, définit une fonction continue sur R privée éventuellement d'un nombre fini de points, alors x plus y est également une variable aléatoire à densité et h en est une densité. Et ce théorème de convolution, il faut le connaître avec une condition suffisante qui est celle qu'on utilise tout le temps en pratique pour justifier que x plus y est à densité et de densité h. Cette condition suffisante, c'est la suivante. Si fx ou fy, c'est-à-dire la densité de x ou la densité de y, est bornée, alors il n'y a pas de problème, x plus y est à densité et h définit bien une fonction continue sur R, privée éventuellement d'un nombre fini de points. Maintenant qu'on maîtrise la théorie, on va pouvoir passer à un premier exemple pratique en calculant la densité de Z2. Z2 qui est Y1 plus Y2. On commence par justifier le fait que Y1 et Y2 sont indépendantes d'après l'énoncé. On rappelle les densités respectives de Y1 et Y2, puisque Y1 suit une loi exponentielle de paramètres alpha, on a sa densité, et puisque Y2 suit une loi exponentielle de paramètres 2 alpha, on a aussi sa densité qui vient assez facilement d'après le cours. On peut ensuite remarquer ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la condition suffisante. Ici, F1 est borné. On aurait pu dire que F2 était borné, c'est vrai aussi. Et F1 est borné parce que F1 est toujours comprise entre 0 et alpha, puisque E de moins alpha x est toujours compris entre 0 et 1, puisque moins alpha x est toujours négatif sur R plus étoile. Donc, une densité de Z2 qui est donc Y1 plus Y2 est la fonction h de x qui vaut l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f1 de y, f2 appliquée en x moins y dy. Et vous voyez ici tout l'intérêt de la condition suffisante qui nous permet d'appliquer le théorème de convolution sans trop se poser de questions sur la fonction h de x. Maintenant, on va travailler un petit peu sur cette fonction h pour en donner une expression plus explicite. Pour ça, on pose x qui appartient à R et on va déterminer en fonction des cas quelle est la valeur de h de x. Alors, si x est négatif, h de x est forcément égal à 0 parce que z2 de oméga c'est y1 plus y2, deux variables aléatoires dans R plus étoile, donc z2 de oméga est aussi dans R plus étoile. Si x est strictement plus grand que 0, on se demande dans quel cas est-ce que f1y, f2 de x moins y est différent de 0. C'est là où l'intégrale ne sera pas nulle. Pour ça, il faut que y soit plus grand que 0 pour que f1 de y soit différent de 0, et il faut que x moins y soit supérieur ou égal à 0 pour que f2 de x moins y soit différent de 0. Si on réécrit ça sur une seule ligne, c'est y qui est compris entre 0 et x. Et donc, h de x qui est égal à l'intégrale de 0 à x de alpha e de moins alpha y, 2 alpha fois e de moins 2 x moins y, dy. Je sors maintenant tout ce qui ne dépend pas de y, c'est-à-dire 2 alpha e de moins 2 alpha x. J'intègre alpha e de alpha y entre 0 et x, ce qui me donne e de alpha y entre 0 et x, et donc
2 alpha e de moins 2 alpha x, facteur de e de alpha x moins 1. Je vais distribuer 1 e de moins alpha x dans la parenthèse de droite, ce qui me donne finalement 2 alpha e de moins alpha x, facteur de 1 moins e de moins alpha x, ce qui est exactement le résultat que je voulais trouver. On passe maintenant au gros morceau de l'exercice avec cette question 2b. Alors on va le prouver par récurrence sur n qu'une densité de Zn, c'est la fonction Gn. On commence évidemment par initialiser. Ici, la question nous demande de commencer à n égale 1. On aurait pu se servir de la 2a pour faire le cas n égale 2 comme initialisation, mais vous inquiétez pas, on va se servir de la question 2a pour l'hérédité. On remarque que G1 est une densité de la loi exponentielle de paramètres alpha, et on sait que Z1, c'est quoi Z1? C'est Y1, et Y1 suit effectivement une loi exponentielle de paramètres alpha. Donc l'initialisation ne pose pas de problème. On peut donc passer à l'hérédité, on prend n appartenant à n étoiles, et on va supposer que Gn est une densité de Zn. Notre objectif, ça va être de montrer tout simplement que Gn plus 1 est une densité de Zn plus 1. Alors, qu'est-ce que c'est Zn plus 1? Zn plus 1, c'est Zn plus Yn plus 1. Il faut justifier, pour pouvoir appliquer le théorème de convolution, que les deux variables aléatoires à densité sont indépendantes. Or, le lemme des coalitions, il nous assure que Zn, qui est une fonction des variables aléatoires yn jusqu'à yn, et yn plus 1 sont indépendantes, puisqu'elles sont toutes mutuellement indépendantes. On sait par ailleurs qu'une densité de yn plus 1, c'est la fonction f qui à x associe n plus 1 alpha de e de moins n plus 1 alpha x, puisque yn plus 1 suit une loi exponentielle de paramètres n plus 1 alpha. F est borné, comme tout à l'heure, on a f qui est comprise entre 0 et n plus 1 alpha, puisque l'exponentielle est comprise entre 0 et 1. Donc, on peut appliquer le théorème de convolution avec les conditions suffisantes, ce qui nous permet de dire qu'une densité de Zn plus 1 est la fonction u, qui à x associe l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, Gn de y, f de x moins y dy. Et alors je tiens à attirer ici votre attention sur un point très important. Le théorème de convolution, il nous laisse libre de choisir arbitrairement quelle densité j'applique en y et quelle densité j'applique en x moins y. Et donc il ne faut pas faire ce choix arbitrairement, mais astucieusement choisir pour quelle densité ce sera le plus simple de l'appliquer en y. Et ici, il est évident que la densité Gn, elle fait un peu peur, donc on préférera l'appliquer en y que en x moins y. C'est pour ça que j'ai fait ce choix ici. Fin de l'aparté, on se ramène maintenant à notre fonction u et on va essayer de la simplifier, de la rendre plus explicite pour tomber sur Gn plus 1. Pour ça, on fait comme tout à l'heure, on prend x appartenant à R et on distingue les cas. Si x est inférieur ou égal à 0, alors forcément u de x est égal à 0 puisque Zn plus 1 est à valeur dans R plus étoile en tant que somme de variables aléatoires dans R plus étoile. Si x positif, maintenant on s'intéresse aux points en lesquels Gny f de x moins y est différent de 0. C'est exactement comme tout à l'heure, il faut que y soit positif, x moins y positif, ce qui donne y compris entre 0 et x. Et on peut donc simplifier u de x. Pour tous nos x strictement positifs, on a u de x qui est l'intégrale de 0 à x de n alpha e de moins alpha y fois 1 moins e de moins alpha y puissance n moins 1 fois n plus 1 alpha e de moins n plus 1 alpha x moins y dy. C'est un peu compliqué, mais on réécrit ça de la même façon en sortant tout ce qui ne dépend pas de y et on va essayer de trouver un moyen de primitiver tout ça, de faire apparaître une expression qu'on sait primitiver. Et ici, l'astuce, ça va être en fait de faire apparaître quelque chose de la forme n u' u puissance n-1. Et c'est pour ça que le e de alpha y à la puissance n, je vais le décomposer en e de alpha y et e de alpha y puissance n-1 pour le rentrer dans la deuxième expression. Et une fois que j'ai ça, cette fois, vous voyez que dans l'intégrale, j'ai exactement un n u' u puissance n-1. Bon, et bien maintenant on a fait le plus dur, puisque ça, on sait le primitiver sans trop de problèmes. On réécrit la quantité qu'on avait devant l'intégrale, c'est assez lourd, et ensuite on a e de alpha y-1 à la puissance n entre 0 et x. Je développe ça, ça me donne donc e de alpha x moins 1 à la puissance n, puisqu'en 0,
ça s'annule. Et là, je vais juste redévelopper en mettant le e de moins n alpha x qui est devant dans la parenthèse suivante, ce qui nous donne n plus 1 alpha e de moins alpha x fois 1 moins e de alpha x à la puissance n. Et on remarque qu'on a exactement u égale gn plus 1. Donc, gn plus 1 est une densité de Zn plus 1. Et voilà, on a fini pour l'hérédité. On n'a plus qu'à conclure, mais à ce stade-là, on a fait le plus dur. On a bien, pour tout n appartenant à n étoile, Zn qui a pour densité Gn. On nous demande à présent de calculer l'espérance de Zn, et ici il ne faut pas tomber dans le piège. Certes, on a trouvé une densité de Zn, mais ce serait beaucoup trop compliqué de calculer l'intégrale de t, Gn de t, dt pour trouver l'espérance. Ici, il y a beaucoup plus simple, il ne faut pas oublier que nous connaissons les lois des yi et on connaît également leur espérance. Et on va tout simplement préférer utiliser la linéarité de l'espérance. En effet, pour tout cas appartenant à un n, on sait que l'espérance de yk, c'est 1 sur k alpha. Et donc, si on utilise la linéarité de l'espérance pour Zn, on peut écrire que l'espérance de Zn, c'est la somme des espérances des yi. Et donc, l'espérance de Zn, c'est 1 sur alpha fois la somme des 1 sur k pour k allant de 1 à n. On nous demande maintenant un équivalent lorsque n tend vers plus l'infini. Alors on ne va pas le redémontrer parce que vous l'avez déjà fait normalement plein de fois en première année, mais la somme des 1 sur k est équivalente à ln de n quand n tend vers plus l'infini. Et donc l'espérance de Zn est équivalente à ln de n sur alpha quand n tend vers plus l'infini. De même, pour cette question 2D, on ne va pas s'embêter à calculer des intégrales avec la densité Gn. On utilise tout simplement l'indépendance des variables aléatoires yi, qui nous est donnée par l'énoncé, ce qui nous permet d'écrire que la variance de Zn, qui est la variance de la somme, est égale à la somme des variances, c'est-à-dire à la somme pour k allant de 1 à n, de 1 sur alpha carré fois 1 sur k carré. On justifie ensuite que la variance Zn admet une limite finie en plus l'infini. Eh bien, vous savez que la somme des 1 sur k carré, la série des 1 sur k carré, est une série de Riemann convergente, puisqu'ici c'est k carré. Et puisque cette série est convergente, elle converge par exemple vers un réel grand K. Et donc la variance de Zn va converger vers k sur alpha carré. Autrement dit, la variance de Zn admet bien une limite finie quand n tend vers plus l'infini. Dans cette première question Python, on va chercher à simuler Zn. Alors il n'y a pas de difficulté majeure, si ce n'est une petite subtilité syntaxique en Python. En effet, on prend z égale à 0, on fait une boucle pour simuler n fois des variables aléatoires à densité suivant une loi exponentielle de paramètres i alpha. Mais simplement, en Python, il faut remarquer que pour simuler une variable aléatoire exponentielle de paramètres i alpha, il faut écrire 1 sur i alpha. C'est la notation anglo-saxonne. Il y a une deuxième façon d'écrire ce programme en faisant un vecteur. En fait, la boucle, elle se fait à l'intérieur de ce vecteur, si vous voulez. Et ensuite, pour simuler z, il nous suffit de sommer toutes les composantes de ce vecteur avec un np.somme, et ça nous permet de faire exactement la même chose. On enchaîne avec la question 3b. On veut écrire un programme pour calculer l'espérance de Zn. L'espérance, on l'a calculée à la question 2c. C'est pas très compliqué. On prend nos paramètres. On dit que E, l'espérance, c'est np.somme des 1 sur k pour k allant de 1 à n, donc de 1 à n plus 1 en Python. On divise par alpha et on renvoie E. L'objectif de la question 3c, c'est de nous faire utiliser la moyenne empirique. On n'a pas le droit d'utiliser le résultat de la question 2c, le calcul de l'espérance. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler grand N fois z, n, et ensuite on va faire la moyenne, et ça va nous donner une bonne approximation de l'espérance. C'est la moyenne empirique. Et enfin, pour cette dernière question 3D, on va réutiliser la moyenne empirique, mais de manière un petit peu plus astucieuse, puisqu'on va l'appliquer à la variance. Et en fait, la variance, c'est quoi? C'est le moment centré d'ordre 2. C'est-à-dire que c'est l'espérance de x moins e de x au carré. Donc ce que je vais faire,
c'est que je vais faire la même chose, grand N simulation de la variable aléatoire x moins e de x au carré, et je vais en faire la moyenne, ce qui va me donner une bonne approximation de la variance. Je suis passé assez vite volontairement sur ces questions de Python pour pas que la vidéo soit trop longue, mais évidemment, n'hésitez pas à faire pause pour bien comprendre les programmes. Ils sont assez classiques, il faut savoir les faire, et notamment, je vous conseille de retenir cette structure avec les listes et les np.sum qui est très très pratique. Évidemment, il y a également des alternatives avec les boucles. Pour tout ce qui est Python, ce que je vous conseille, c'est de tester les programmes chez vous. Prenez des valeurs, simulez Z, faites-le un grand nombre de fois et regardez si vous trouvez bien une espérance qui ressemble, qui est à peu près celle que vous étiez censé trouver d'après la question de C. De même pour la variance. Voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Les produits de convolution sont notamment très présents dans les maths 2 d'HEC, donc c'est quelque chose à maîtriser. Et de même, le Python pour les oraux, pour les écrits, c'est un incontournable. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de colle.